Il y a 2 jours, j'ai reçu une lettre d'une personne qui s'appelle Pierre, qui habite à Saint-Nazaire, et qui m'a écrit. C'est une lettre qui m'a beaucoup touché, donc je voudrais lui dédier la soirée. Tout simplement parce qu'il m'a dit qu'il se préparait pour le grand voyage et qu'il ne pourrait plus lire mes livres. Et il m'a dit que peut-être à bientôt dans un autre monde. C'est la première fois que ça fait peut-être presque 10 ans que j'écris, c'est la première fois que je reçois une lettre aussi touchante. Donc je voulais dédier, avoir véritablement une pensée pour cette personne. Le sujet qui ce soir nous rassemble, donc c'est sur les extraterrestres. Donc je vais être assez brut des décoffrages. Je vais expliquer que les extraterrestres n'existent pas, qu'ils sont tout simplement des démons. D'où le titre, effectivement, sur les extraterrestres, les crop circles, le mensonge des Illuminati. Donc, si nous comprenons l'enfer, nous comprenons les extraterrestres et la possibilité de tirer des connaissances de ces entités interdimensionnelles. Mais à quel niveau se déroule cet échange? Qui en sont les opérateurs et dans quel but? Nous savons que les anges déchus connaissent depuis leur chute les lois de la nature qu'ils peuvent, jusqu'à une certaine limite, utiliser pour opérer de faux miracles, des prodiges, troublant ainsi l'esprit des hommes. Nous pouvons enfin penser que ces connaissances ne seraient pas données gratuitement. Pourquoi les extraterrestres entrent-ils en contact avec nous? Car il ne faut pas perdre de vue que la Terre est le centre de la création, comme nous allons le démontrer. Je me permets de rappeler en outre que les enfers sont des lieux effroyables où se déroulent d'énormes souffrances. La rédemption du Christ et son corps mystique, la Sainte Église et ses miracles, opposés aux prodiges, nous offrent la possibilité d'échapper au destin des âmes damnées. Je voulais le rappeler. Nous connaissons les enfers par les extases des saints. Les extraterrestres qui sont de faux saints nous égarent sur cette réalité. Les éléments abordés nous permettront de comprendre le rôle des extraterrestres dans un avenir en gestation. Donc c'est tout l'exposé qui s'articule autour de cela. Des extraterrestres qui sont des démons, pourquoi nous donnent-ils effectivement des connaissances et par quel biais? L'histoire des apparitions d'OVNI. Dans les annales du pharaon Thoutmôsis III, en 1470 avant Jésus-Christ, les scribes parlent de cercles de feu dans le ciel. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, jour de la bataille de Cannes, qui verra la victoire écrasante du général carthaginois Hannibal sur les Romains, des cercles de feu parcourent le ciel. D'après l'ufologue Jacques Vallée, dans Chronique des apparitions extraterrestres publiée en 1969, il expose qu'en 1768, Goethe est témoin d'un événement extraordinaire. Il se rend à l'université de Leipzig, le poète allemand raconte, donc je cite, « Soudain, dans un ravin à droite de la route, je vis une sorte d'amphithéâtre merveilleusement illuminé. Dans un espace en forme de tuyau brillait un nombre incalculable de petites lumières posées comme des marches, les unes sur les autres. Elles brillaient si fort que l'œil en était ébloui. Reste à savoir maintenant si cela était un pandémonium de farfadets ou une assemblée de créatures lumineuses, je ne saurais décider. » Il y a aussi le cas d'Alençon, dans l'Orne, le 12 juin 1790. Des fermiers aperçoivent un énorme globe flamboyant se déplaçant en très grande vitesse. Il répand sur son passage un son particulièrement strident, s'écrase sur le faîte d'une colline et arrache la végétation. Il fait très chaud. Le feu menace de s'étendre, le maire, un médecin et d'autres personnalités locales donc, se rendent sur le lieu et constatent les faits. Nous remarquons par ailleurs que les apparitions des ovnis s'adaptent avec le temps. C'est-à-dire que nous observons au Moyen-Âge des caravelles qui apparaissent dans le ciel, puis maintenant ce sont des ovnis. Et tout à fait récemment, c'est paru dans un livre qui s'appelle OVNI Danger, appel à vigilance, paru en 2010. Donc c'est l'ufologue Bob Pratt qui explique qu'au Brésil, il y a des ovnis qui aspirent des hommes en quelque sorte, avec des
des faisceaux lumineux bleus. Donc ce sont des témoignages, il y en a plusieurs. Les personnes donc, qui sont victimes effectivement de ces apparitions sont brûlées au 3e degré et la plupart d'entre elles meurent effectivement. Donc ces faits, on ne peut pas les nier. C'est l'interprétation qu'on en fait qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités sur les extraterrestres. Soit vous dites ça n'existe pas, vous balayez ça d'un revers de main, et on n'avance pas parce qu'il y a trop de témoignages, on le voit de par le passé. Ces témoignages suivent la technologie du moment, voire la précèdent, comme s'il s'agissait de nous attirer quelque part. Ou alors on y croit, d'une manière assez naïve, je dirais. Moi je pense qu'il y a une troisième piste. C'est cette piste effectivement qu'on va explorer. Le général de l'armée de l'air, Denis Letty, ancien directeur de l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de la défense nationale, a fait un rapport qui s'appelle le rapport Cometa, qu'il a remis en 1999 à Jacques Chirac qui était président et à son premier ministre Lionel Jospin. Et donc dans ce rapport, il observe tous les phénomènes qui dérangent, en fait, je dirais, le commun des mortels, et il constate dans la catégorie D, c'est-à-dire la catégorie maximale des objets inconnus, qui constitue 4 à 5% de cas où il n'a aucune explication. C'est-à-dire que sur les apparitions qu'il voit hein, d'objets volants non identifiés, 4 à 5% n'ont aucune explication, et donc ce sont véritablement des objets volants non identifiés. Il observe, donc c'est un général qui travaille avec des amiraux, des gens de l'armée, ce que j'appelle des gens qui ont le cerveau particulièrement bien cadré. Ils ne sont pas évaporés. Et donc le général Letty observe donc des apparitions d'ovnis, mais tout se déroule dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il ne voit pas d'ovnis, c'est ce qu'il explique dans le rapport Cometa, venant de l'univers pour entrer dans l'atmosphère. Tout se déroule dans l'atmosphère. Et un autre cas tout à fait intéressant, les ovnis qu'il étudie, dans le cas de l'Iran, disparaissent en 1979 quand les ayatollahs arrivent au pouvoir. C'est-à-dire que quand les ayatollahs arrivent au pouvoir, les ovnis disparaissent. C'est une observation. C'est comme ça. Pour comprendre donc les ovnis, il est intéressant de parler aussi de l'expansion de la culture extraterrestre. Ce développement de la culture extraterrestre est contraire à la mission du Christ. Le Christ apparaît dans la Bible pour donner la vie éternelle. Il n'apparaît pas ailleurs. C'est-à-dire que dans la Bible, on parle seulement du Christ venant sur terre. Et les seuls extraterrestres présentés dans la Bible sont les anges et les anges déchus. Je m'explique. Nous avons perdu la vie éternelle depuis le péché originel. Depuis l'éviction d'Adam et Ève du paradis terrestre. La mort est une intruse. C'est-à-dire que l'homme est éternel du temps d'Adam et Ève. Et la mort est une intruse, c'est-à-dire que le péché originel est puni par la mort. Mais cette mort touche toute la création, c'est-à-dire l'homme, mais aussi les planètes, toute la création. Et par sa résurrection, en fait, le Christ ramène l'homme à la vie éternelle. Le révérend père Placé, par exemple, au XVIIe siècle, expliquait que, c'était un scientifique de l'époque, expliquait que les astres brillaient moins qu'au moment de la création ou juste après. C'était pour démontrer que le péché originel, donc, avait touché les étoiles, les planètes, enfin. Et puis, est-ce qu'il paraît aussi que les êtres étaient plus grands avant? Excusez-moi, madame, on verra plus tard. Malheureusement, la science avance sur d'autres principes, sur des principes extraterrestres. Crowley affirme « Notre but est la religion, notre moyen est la science ». Aleister Crowley est d'ailleurs un franc-maçon du 33e degré. Il avoue qu'il sacrifia de 1912 à 1928 150 enfants par an dans son livre « Magic in Theory and Practice ». C'est pour démontrer, avec son nom et d'autres, entre les mains de qui est tombée la science. Jack Parsons, qui était un de ses adeptes, un sataniste au placé,
qui était le père du programme spatial américain. C'est un homme assez horrible, qui, entre autres, filmait ses ébats amoureux avec sa mère, est au centre, effectivement, de la science, de la nouvelle science américaine. Et quand il est décédé, Guggenheim, qui est défini par notamment l'américain Fritz Springmeier, parmi les 13 familles sataniques, quand il est décédé, Guggenheim lui a dit il faut donner à la Lune, au cratère de la Lune, un des cratères de la Lune, le nom de Jack Parsons. Mais il n'a dit pas n'importe lequel cratère, un cratère de la face cachée de la Lune. On voit une fois de plus, de par ces personnes, et on va le confirmer au fil de l'exposé, que la science n'est pas du tout neutre. En 2003, par exemple, le président George W. Bush, annonçait pour 2009 le projet d'une mission habitée sur Mars, Prometheus. Elle cherche des indices de vie dans l'univers. Nous sommes encore une fois là, en dehors du champ de la Bible, en dehors du champ du Christ. C'est-à-dire on va chercher la vie ailleurs que sur la Terre. Et le cas qui suit est particulièrement signé, la sonde Beagle 2. Il faut savoir que Beagle, c'était le bateau qui a mené Charles Darwin sur les îles Galapagos. Là, c'est une sonde Beagle 2 qui devait se poser sur Mars le 25 décembre 2003 pour chercher des indices de vie. Le 25 décembre, la sonde Beagle 2, donc c'est vraiment signé, devait se poser sur Mars pour trouver des indices de vie. Ça n'a pas eu lieu parce que l'Agence spatiale européenne a perdu la sonde. Cet exemple montre typiquement quelle est la logique qui anime effectivement la science aujourd'hui. C'est une logique anti-chrétienne et anti-Dieu. Et quand on regarde Crowley et quand on regarde Parsons, cette logique, n'ayons pas peur des mots, est typiquement satanique. Dans ce schéma, les exoplanètes gazeuses et telluriques sont faites pour habituer notre esprit à la vie extraterrestre. Les exoplanètes sont des planètes qui sont des planètes extérieures à notre système solaire. Le 6 octobre 1995, la presse présente la découverte de la première planète extrasolaire, qu'ils appellent 51 PEG-B, qui est une gazeuse. Malgré les calculs très affinés, les scientifiques estiment très généreusement le diamètre de l'exoplanète entre la moitié et le double de celui de Jupiter. En fait, ils n'en savent trop rien. Pendant les 8 prochaines années, 107 exoplanètes auraient été localisées. En 2007, elles seraient plus de 200. Le 20 avril 2007, le journal britannique Daily Mail informe ses lecteurs qu'une planète comme la nôtre tourne en orbite autour de l'étoile Gliese 581, à plus de 20 années-lumière de notre système solaire. Cette exoplanète est de type tellurique, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les exoplanètes gazeuses et on avance avec les telluriques. Tout ça pour nous habituer à penser que la vie peut être possible ailleurs que sur la Terre. Et je vais vous montrer après que la Terre est véritablement, avec quelques exemples, le centre de la création. Ce qui est étrange, c'est que l'ellipse des planètes, de notre système solaire, est cependant située à une distance respectable du Soleil, supérieure à 3 unités astronomiques. C'est-à-dire, une unité astronomique, c'est Terre-Soleil, la distance. Au contraire de 75% des exoplanètes qui orbitent à proximité de leurs étoiles. C'est quand même un peu choquant. Mais les scientifiques donc, qui veulent nous amener sur ce terrain-là ne nous expliquent pas tout ça. Ils nous disent voilà, il y a une moisson très généreuse d'exoplanètes, où je répète, on commence par les exoplanètes gazeuses et ensuite les telluriques, pour nous faire penser que la Terre ne serait pas le fruit d'une création surnaturelle, mais plutôt l'effet du hasard. C'est typiquement du darwinisme, de l'évolutionnisme. Du moment que l'on admet que la Terre est effectivement la conséquence d'un accident, cette conséquence accidentelle doit pouvoir s'être produite ailleurs dans l'univers. Mais les scientifiques ne pensent en aucun moment, quand ils observent ces planètes, ou soi-disant planètes à proximité du Soleil, qu'elles puissent être
des étoiles avortées, c'est-à-dire des étoiles qui n'auraient pas eu assez d'hydrogène et d'hélium pour faire leur combustion. Et en plus, ils ne disent pas que ces planètes sont observées dans des lieux extrêmement poussiéreux. C'est-à-dire que la Terre et notre système solaire est dans un endroit de la galaxie qui est très peu poussiéreux.